Bonjour à tous. On va peut-être attendre quelques minutes pour démarrer le webinaire et histoire que le nombre de participants se stabilise un peu et on commencera assez rapidement. Bon, peut-être qu'on peut commencer à démarrer. Donc, bonjour à tous. Bienvenue donc dans ce webinaire donc de pré-lancement du Living Lab français dans le cadre du projet Lilas for Soil, donc sur l'agriculture régénératrice et la séquestration du carbone en agriculture. Est-ce que on voit bien mon écran? Oui. Ouais, parfait. Ok, donc à l'ordre du jour. Donc on va d'abord avoir un petit mot de Sonia Pietosi qui va se présenter, qui est la spécialiste du projet Lilas for Soil chez EIT Food. EIT Food, donc qui sont les coordinateurs donc du projet européen. Ensuite, Laurent Augier, qui est le directeur d'Agri Sud-Ouest Innovation, va nous présenter le pôle et son engagement dans la transition agroécologique. Donc ensuite, moi-même, qui suis Romane Visio, chargée du projet Lilas for Soil chez Agri Sud-Ouest, je vais vous présenter le projet. Ensuite, Marine Guillet, qui est chargée de projet agroécologie chez Biosphère, va nous présenter les sites de démonstration du Living Lab français. Et ensuite, Damien Jourdan, qui est directeur de l'Open Innovation chez Danone, nous présentera le point de vue de Danone sur l'agriculture régénératrice. Et ensuite, j'espère qu'on aura donc un petit temps pour pouvoir répondre aux questions, s'il y en a. Donc Sonia, je te laisse la main pour te présenter, dire quelques mots. Merci beaucoup, Romane, et bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Sonia Pietosi. Effectivement, je gère le projet Lila for Soil, ça du côté des EIT Food, qui est le coordinateur. Juste peut-être quelques mots sur EIT Food, qui est une communauté de connaissances et d'innovation de l'Institut européen d'innovation et de technologie, donc EIT, et financé par Horizon Europe, comme aussi le Lila for Soil. EIT Food est la communauté d'innovation alimentaire la plus grande et la plus dynamique au monde. Et nous travaillons à construire un système alimentaire évolutif qui produit des aliments sains et durables pour tous. Nous rassemblons tous les acteurs, donc industrie, start-up, universités, centres de recherche, ainsi que des accélérateurs et les agriculteurs, pour guider et accélérer les processus d'innovation qui transformera les systèmes. EIT Food est structuré autour de 3 régions européennes avec les systèmes alimentaires et des défis de marché similaires. Bon, aujourd'hui, je vous parle de Madrid. Nous sommes EIT Food South, donc le sud d'Europe, et nous sommes en fait en charge de toute la zone de la Méditerranée. Donc, vous voyez maintenant, quand on va parler de l'île à Forsol, pourquoi c'est nous à gérer ces projets, parce qu'effectivement, on se concentre sur cette région. Donc, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Je vous laisse avec l'équipe de notre Living Lab pour continuer. Merci. Merci beaucoup, Sonia. Et je vais laisser maintenant la parole donc à Laurent Augier qui va nous présenter un peu le pôle Agri Sud-Ouest Innovation et son engagement donc dans la transition agroécologique. Merci Romane. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Laurent Augier, je suis le directeur général d'Agri Sud-Ouest Innovation, donc partenaire de ce projet donc sur les sols. Oui, donc quelques mots d'Agri Sud-Ouest Innovation au-delà de ce projet. On est un pôle de compétitivité, comme beaucoup d'entre vous le savent et sont peut-être adhérents. Donc un réseau de 400 membres qui sont sur le secteur agricole agroalimentaire et principalement situés donc sur le sud-ouest de la France, sur 2 régions notamment,
en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine. On se définit très simplement souvent comme un catalyseur d'opportunités et d'innovation. Notre rôle, c'est effectivement de mettre en relation nos adhérents, de les accompagner dans la structuration de leurs idées, de leurs projets d'innovation, et de tout faire pour que ces projets soient accélérés, concrétisés ensuite et mis en œuvre. Au-delà effectivement de l'aspect du sol, qui est un des aspects très spécifiques de notre stratégie. C'est vrai qu'on a plusieurs enjeux dans le secteur agricole agroalimentaire. Ce projet fait partie effectivement d'une des réponses possibles aux enjeux que vous voyez sur la droite de l'écran. Je pense notamment à la partie de l'offre alimentaire, puisque des sols en bonne santé, fertiles, sont nécessaires pour maintenir notre résilience de notre système agricole, notamment en Europe du Sud. C'est également bien évidemment la décarbonation. Le secteur agricole est émetteur net de carbone, et donc ça peut être une des solutions aussi de sa neutralité. Et puis, plus globalement aussi, ça peut être, je vais aussi faire le focus sur le troisième point, très intégré dans un concept One Health, entre santé des sols, santé de l'environnement, santé des plantes et des animaux, et bien évidemment santé de l'homme. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin sur ces enjeux, il y en a bien évidemment d'autres. Et puis Roman, si tu veux aller sur le slide suivant, vous dire donc, on a une stratégie effectivement qui est en 6 axes. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, je vais simplement juste me focaliser sur le tout premier qui concerne justement l'ILAS for Soil, qui est celui de la préservation des ressources naturelles et l'adaptation au changement climatique. C'est un enjeu majeur pour nous, pour nos adhérents, et on travaille beaucoup donc sur cet aspect du sol. Nous avons déposé également dans le même cadre que le financement de l'ILAS for Soil, mais pour cette année, un projet, cette fois-ci sur la santé des sols, et notamment qui fait un focus sur la biodiversité et l'érosion, mais qui est voilà, dans la même dynamique. Et également, on a un autre projet, d'ailleurs, pour lequel Roman est également chef de projet, qui est sur la biodiversité. Et également d'autres projets par exemple sur l'eau et sur la ressource en eau. Voilà, donc c'est vraiment un gros focus sur ces problématiques ressources naturelles, adaptation au changement climatique. Et juste sur la droite, voilà, vous dire que le pôle, il accompagne à la fois ces grandes stratégies globales, mais aussi plus spécifiquement ses adhérents au travers de services que vous voyez sur la droite. Donc, une grande partie des services qui est liée à la dynamique de notre réseau d'adhérents, faire en sorte que on arrive à leur fournir les informations stratégiques les plus anticipées possibles, et aussi également faire en sorte que chacun puisse faire connaître ses compétences, mais aussi identifier des partenaires potentiels, et un deuxième niveau de service qui est plutôt sur la concrétisation et l'accompagnement à la stratégie d'innovation et au développement des activités innovantes, qui est également un point du coup très spécifique et peut-être un peu plus individuel des dynamiques de chacun de nos adhérents. Voilà, je crois que j'ai encore un dernier slide pour vous donner effectivement un peu de matériaux par rapport à ce qu'on peut faire plus spécifiquement. Chaque année, globalement, on accompagne une quarantaine de projets d'innovation, donc on aide à concrétiser une quarantaine de projets. L'année dernière, c'est 30 millions d'euros de subventions qui ont réussi à être obtenus sur une vingtaine de projets qui ont été financés au bout du compte, donc c'est environ 1 sur 2. On a des actions assez fortes sur la structuration de nouvelles chaînes de valeur et d'émergence. Je pense à la transition agroécologique avec, c'est un exemple, hein, des actions sur, par exemple, les biosolutions, c'est-à-dire les alternatives aux produits phyto, sur les filières végétales et animales, avec la constitution de clusters, finalement, d'initiatives locales, en particulier là sur la Nouvelle-Aquitaine, avec une centaine de membres, une feuille de route dédiée, et donc une activité, une dynamique qui est focalisée sur ces thématiques. On en a également 2 autres en cours sur le numérique et la robotique agricole, et également sur la bioéconomie. Et puis enfin, comme je disais, donc ce projet Solnova, je ne l'ai pas cité, qu'on a déposé et dont on attend la réponse probablement début 2025. On espère de tout cœur qu'il va passer, puisque nos collègues de Biosphère sont également, par exemple, présents, et d'autres acteurs de différents pays également. Voilà. Et je crois, pour terminer, Roman, mais je ne vais pas la commenter, on avait une dernière slide, voilà, qui montrait déjà certains membres présents. Donc, si vous voulez venir et être membre, n'hésitez pas à contacter Roman, moi-même, à l'issue de ce webinaire, et de participer à cette dynamique collective, puisque même si c'est compliqué aujourd'hui, le contexte extérieur, l'innovation reste quand même un moteur d'innovation, d'accélération, et de rester dans le jeu, comme on dit.
Donc voilà, avec plaisir pour vous, pour discuter ensemble et vous accueillir. Je te relaisse la main, Roman. Merci Laurent pour cette présentation, ce contexte du pôle Agri-Sud-Ouest. Donc moi je vais m'attarder un petit peu plus du coup sur le projet Lila for Soil, qui est un projet donc européen de la mission Sol qui a débuté en septembre 2024 et qui va durer 5 ans, donc jusqu'en août 2029. C'est un projet qui a 24 partenaires européens et dont l'objectif en fait est de développer l'agriculture régénératrice et de catalyser un peu la transformation du secteur agricole européen vers un système à zéro émission. Donc, euh, ceci se fera par le biais de différents Living Labs, donc 5 Living Labs différents, un en Espagne et Portugal, un en Italie, un en Grèce, un en Israël et donc un en France, d'où du coup l'objectif de ce webinaire pour vous présenter en fait le Living Lab français. Comment il va se construire et qu'est-ce qui va enfin, qu'est-ce qui va le constituer. Donc, ces Living Labs seront constitués donc, de sites de démonstration qui sont en fait rien d'autre que des parcelles expérimentales dans lesquelles les agriculteurs volontaires mettront en place donc des CFP, des Carbon Farming Practices, donc des pratiques de stockage du carbone euh, et qu'on mesurera, enfin, avec lesquelles on mesurera par la suite le carbone stocké dans les sols. Donc, un Living Lab, déjà, qu'est-ce que c'est? Un Living Lab, c'est un réseau d'acteurs qui va travailler dans un but commun euh, et qui est représenté par différents types d'acteurs. Donc, il y a d'abord l'environnement. Ici, l'environnement, ça va être les sites de démonstration, les exploitations agricoles, les parcelles agricoles, en fait, qui vont représenter différents contextes environnementaux, pédoclimatiques des activités, enfin des acteurs pardon, de la recherche, des instituts de recherche et des instituts d'enseignement qui apporteront leur expertise en termes d'innovation. Des institutions administratives qui, elles, apporteront leur expertise en termes de cadre stratégique politique. Le monde agricole, bien évidemment, les industries agroalimentaires, des agriculteurs, des coopératives agricoles, qui vont apporter leur point de vue et leur expertise de terrain, là pour le coup, et la société civile qui, elle, aura un rôle de diffusion. Et en fait, tous ces acteurs vont agir ensemble, vont coopérer donc autour du coordinateur. Donc là, le coordinateur du Living Lab français, c'est Agri-Sud-Ouest Innovation, dans le but donc de travailler ici sur l'agriculture régénératrice et le stockage de carbone dans les sols. Voilà pour ça. Donc le projet. Comment il va se dérouler. Donc là, on est dans la première partie du projet qui est la mise en place du Living Lab. On va essayer d'avoir différents acteurs, différentes parties prenantes du Living Lab pour les faire travailler ensemble, en fait. Le Living Lab sera opérationnel en mars 2025. Je vais revenir sur ce point un peu plus tard. Il y aura un appel à candidature, ça aussi je vais revenir dessus plus précisément, pour recruter des sites de démonstration supplémentaires. Donc ça, c'est la première partie du projet. Ensuite, il y aura une partie de co-création dans laquelle toutes les parties prenantes vont travailler ensemble pour développer les CFP, donc les Carbon Farming Practices, et les adapter aux différents contextes des différents sites de démonstration. Ces CFP vont être ensuite mis en place et implémentés donc, dans les sites de démonstration, grâce aux agriculteurs notamment, et aux experts techniques. Le carbone dans le sol va être mesuré, donc des analyses de sol vont être réalisées et des technologies innovantes de stockage du carbone dans les sols vont être testées. Et donc là, il y a un deuxième appel à projet qui va arriver au cours du projet. Je vais y revenir juste après. Mais le projet, il ne s'arrête pas là. Et en fait, un des objectifs du projet aussi, c'est de partager les connaissances sur les pratiques agricoles du carbone au sein du monde agricole, mais aussi au sein de l'Union européenne. Et donc, il y aura des transferts de connaissances entre différents projets de l'Union européenne euh, pour, discuter en fait sur le sujet. Et l'idée, après, c'est que le Living Lab soit durable. Donc, il y aura des développements de modèles économiques autour du Living Lab pour tester la durabilité
de ces différentes pratiques et de ces différentes technologies innovantes. Donc, les 2 appels à candidature qui auront lieu au sein du projet. Donc, le premier, c'est un appel à candidature pour recruter des sites de démonstration supplémentaires. Donc, cet appel à projet, il sera ouvert d'avril à mai 2025. Et en fait, c'est des exploitations agricoles qui peuvent postuler pour devenir site de démonstration, pour mettre en place des pratiques de stockage du carbone et être financés à hauteur de 5 000 € par an. Pour commencer une implémentation des pratiques carbone en août 2025. Et il y aura un deuxième du coup appel à candidature qui la concernera plus les technologies de mesure du stockage du carbone. Donc au total, 15 solutions vont être acceptées au niveau du projet. Donc là, c'est pas qu'en France, c'est à l'échelle du projet entier. Et ces technologies seront testées et validées et financées du coup à hauteur de 4 000 € par technologie avec un test pendant 2 ans. Voilà pour les appels à candidature. Donc, le Living Lab français. Donc, j'ai présenté tout à l'heure ce que c'était un Living Lab, mais là, je vais m'attarder un peu plus sur la structure du Living Lab, en tout cas en France. Donc, déjà, pour l'instant, à l'heure actuelle, le Living Lab, il est constitué donc d'Agri-Sud-Ouest Innovation, qui est le coordinateur, de Biosphère et Danone, qui sont les partenaires du projet, et des sites de démonstration qu'on a déjà recrutés. À l'heure actuelle, on a déjà recruté 10 sites de démonstration, donc 10 agriculteurs qui sont volontaires pour donner une parcelle, enfin pas donner, mais pour dédier une parcelle au projet. Et on va en recruter 10 supplémentaires via l'appel à candidature. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on recrute également différents types de parties prenantes. Et c'est là que votre participation est très importante. Donc, des représentants de la société civile, que ce soit des ONG environnementales ou des individus, des personnes civiles, des instituts de recherche et d'enseignement, des institutions administratives, que ce soit les régions ou les départements, des entreprises, que ce soit de l'agroalimentaire, des startups concernant les technologies de mesure, des PME, et ensuite des représentants du monde agricole, que ce soit des agriculteurs, des coopératives agricoles, des chambres d'agriculture. Et donc, tous ces acteurs-là vont constituer le comité de pilotage du projet, du Living Lab, pardon. Et ce comité de pilotage sera... Donc, en fait, les parties prenantes, si vous décidez de devenir partie prenante du projet, donc il y a beaucoup d'intérêt, notamment de faire partie d'un réseau européen, d'avoir une veille sur toutes les décisions carbone au niveau européen, et surtout la possibilité de pouvoir donner son avis sur l'avancée du projet et de pouvoir influencer le projet en fonction de l'expertise de chacun. Et en échange, donc, il y aura un engagement, et l'engagement, c'est de participer aux différents ateliers. Donc, tout au long du projet, il y aura différents ateliers et qui permettront donc de faire avancer le projet. Donc, ces ateliers, ce sont les suivants. Donc, déjà, le 13 mars 2025, ça sera le lancement du Living Lab. Donc là, toutes les parties prenantes, tout le comité de pilotage sera convié afin de s'aligner, de se connaître déjà et de s'aligner sur les rôles de chacun et sur les objectifs du projet. Ensuite, il y aura des ateliers de co-création. Là, il y en aura 3 dans l'année, 3 dans le projet, pardon. Donc en février 2026, 2027 et 2028. Et en fait, toutes les parties prenantes ne seront pas conviées, ne seront pas nécessaires, on va dire, mais les agriculteurs, les experts techniques et les instituts de recherche seront conviés. Et donc là, l'objectif, ça va être de mettre en place, de développer les CFP dans chaque site de démonstration et d'identifier les obstacles et les opportunités à l'implémentation de ces CFP dans chaque site. Il y aura également des ateliers de fertilisation croisée, où là, l'idée, ça va être de comparer les résultats entre les différents Living Labs et entre les différents Living Labs donc, dans les autres pays. Il y aura des ateliers de stratégie, donc là, avec les administrations et les instituts de recherche, pour identifier les challenges dans les programmes régionaux et avoir un début des prémices de recommandations auprès des décideurs politiques. Des ateliers de partage de connaissances, pour partager les bonnes pratiques agricoles via des processus de formation. Et il y aura également des ateliers de synergie européen où là, ça va être l'objectif va être de partager les résultats donc à l'échelle européenne et d'établir des synergies avec les différents autres projets européens sur le sujet. Donc en fait, l'idée, c'est que si vous décidez de devenir partie prenante du projet,
Ça nécessitera un engagement, une proactivité dans la participation à ces différents ateliers en fonction du type de partie prenante que vous êtes. Donc voilà un peu pour la présentation du Living Lab dans sa structure. Et je vais laisser maintenant la main donc à Marine qui va nous présenter les sites de démonstration qui ont déjà été recrutés dans le Living Lab. Bonjour à tous et merci Romane. Et d'ailleurs, je pense que Fabien et Jean, je vais pouvoir vous répondre à travers ma présentation. En tout cas, c'est censé y répondre. Donc effectivement, on a déjà recruté 10 suites de démonstration. Et pour la question de comment ils ont été recrutés, en fait, c'est Biosphère qui s'est chargé du recrutement avec des exploitations qu'elle connaît plus ou moins, avec qui on a travaillé ou pas du tout, en fait. Et l'idée, c'est d'avoir une certaine hétérogénéité dans les exploitations. Donc si je vous fais un peu une description, on a 4 premières exploitations, je les ai fait par bloc type d'agriculture, qui sont plutôt sur de l'arboriculture, en PACA et en Occitanie, avec qui, par exemple, on a déjà travaillé et qui commencent à être familiers avec les couverts végétaux, mais on n'est pas encore sur un niveau maximum. Voilà. Ensuite, on a 3 exploitations, on va dire, avec des cultures un peu spécifiques, je dirais, donc des amandes, avec un petit complément céréales, des oliviers et des vignes qui sont tous les 3 situés en Occitanie. Pour le coup, eux, on ne les connaissait pas, pour information. Qui ont des cultures qui sont assez intéressantes et on espère pouvoir raisonner d'ailleurs avec ces cultures-là dans les autres pays du Living Lab en climat méditerranéen. Et enfin, nos 3 autres exploitations, pour un total de 10, ce sont des exploitations principalement polyculture, élevage, ovin. Voilà, donc des exploitations laitières. Et quand je parle d'hétérogénéité, c'est autant en termes de culture, que ce soit représentatif du territoire du sud de la France, puisqu'on est bien en bassin méditerranéen, et aussi en termes de diversité d'exploitations qui sont plus ou moins poussées en termes d'expérimentation, de connaissance du sujet carbone, mais également assez réalistes, enfin hétérogènes en tout cas, pour qu'on ait quand même un peu de réalisme sur le milieu agricole. Donc c'est pas forcément des fermes qui sont... Enfin, en tout cas, on a des fermes dont le contexte socio-économique est un vrai contexte réel de la moyenne française. Voilà. Je veux bien que tu passes la suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc ces fermes, effectivement, alors c'est la question du coup de Jean, qu'est-ce que ça veut dire de s'engager? En fait, l'engagement des agriculteurs, c'est surtout de prêter, on va dire ça, enfin en tout cas de mettre à disposition une parcelle de 1 à 5 hectares pour l'expérimentation. Donc cette parcelle, il va continuer de l'exploiter, mais des modifications vont lui être proposées dans son itinéraire technique, si je vais un peu dans le détail. Donc notamment, ça peut être des couverts végétaux, je reviendrai un peu sur les différentes pratiques qui sont proposées. Mais ça peut être des couverts végétaux, un peu changement de rotation, mais ça peut être aussi du coaching technique sur de la fertilisation, de la nutrition. Et il s'engage à mettre à disposition la même parcelle pendant 4 ans. Donc 4-5 ans, en tout cas, dès le printemps pour les sites qui sont déjà engagés, jusqu'à la fin du projet, donc août 2029. Et il y a une contrepartie, bien sûr, qui est de 5 000 € par site et par an, pour les dénommagés et des frais personnels, du temps, du consommable, et puis le temps aussi de participation aux différents ateliers de co-création, puisque eux aussi sont invités à une bonne partie des ateliers qui ont été cités par Romane. Enfin, une partie des ateliers qui ont été cités par Romane. Peut-être un point aussi, si vous posez la question de qu'est-ce que ça veut dire un suivi technique des sites et finalement qu'est-ce que Biosphère va faire. Nous, notre but, c'est d'accompagner les agriculteurs dans la mise en place de ces pratiques. Donc déjà, de co-définir ces pratiques. Donc au tout début, on va avoir et des analyses pour prendre le T0, notre base notre référence en fait, pour le suivi du carbone dans le sol, et aussi de faire un premier diagnostic assez poussé initial pour voir où en est l'exploitation, où est-ce qu'on peut l'emmener, les envies, les capacités, enfin prendre vraiment toute connaissance du contexte en général, et donc proposer un pack, parce que finalement, ça ne sera jamais une seule pratique carbone, ça va être un ensemble de pratiques carbone qui nous semblent adéquates sur leur parcelle, dans leur contexte, pour les faire avancer sur cette thématique carbone et sur l'amélioration de leur sol. Donc généralement, on va suivre une grosse visite par an, je dirais, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais une grosse visite qui vaut pour diagnostic, vraiment bilan de comment s'est passée ton année, est-ce que ça a marché pour toi la mise en place des pratiques, il y a eu des réussites, des échecs, des choses qu'on va pouvoir rediscuter ensuite en atelier tous ensemble. On va donc suivre aussi les moments critiques de mise en place, parce que c'est toujours particulier de mettre en place un couvert, de le détruire quand on n'a pas l'habitude. Donc vraiment, ça, c'est notre job, de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible pour les agriculteurs. Et au cours de ces 4 années de suivi, il y aura donc un T0 qui sera fait très prochainement, je crois que c'est au printemps, donc pour avoir la baseline.
Ensuite, il y aura un T1 qui sera réalisé au bout de 2 ans et ensuite un T2 qui sera réalisé au 3-4 ans avant la clôture du projet, en permettant le temps de les analyser pour se rendre compte de l'effet effectivement de la mise en place de ces pratiques sur le sol. Et aussi, il y a un volet qui n'est pas négligeable et qui va être fait, qui va être mené notamment grâce aux ateliers, le fait de les rassembler, en fait, le fait de créer une dynamique Living Lab, ça va permettre de les faire un peu résonner entre eux et répandre un peu ces pratiques carbone et les sensibiliser à ces pratiques carbone parce que c'est pas toujours parlant ce qu'est une pratique carbone. Eux ne voient pas toujours l'avantage. Donc, ça va être aussi notre job à Biosphère de dire, bon, pratique carbone, ça vous parle pas. Par contre, si on vous parle en termes de charge économique, de charge de temps de travail, là, ça vous parle. Bon, ben, on va essayer de prendre, nous, on prend leur langage, en fait, et leurs objectifs à eux, leurs indicateurs d'impact à eux qui les intéressent, pour justement les amener à mettre en place ces pratiques carbone. Voilà. Et ma dernière slide, en ce qui me concerne, qui est donc un peu un détail des pratiques carbone qui ont été retenues dans le projet. Donc, c'est des pratiques très généralistes. Donc, elles sont en fait classées suivant des catégories. Donc, tourbière, agroforesterie, je vais les passer parce qu'elles ne nous concernent pas. En tout cas, on n'a pas, dans cette première phase avec nos 10 premiers exploitants, euh, prévu de mettre en place ces 4 premières pratiques. Donc là, on en a bien 19 au total. Ensuite, il y a donc le troisième set qui vraiment se concentre sur le carbone organique dans le sol. Donc c'est, peut-être vous êtes familier déjà avec ça, ça va être la mise en place de couverts végétaux, l'allongement, en tout cas le travail des rotations culturales, le maintien de prairies, éviter le travail du sol, convertir en prairies également, parce que les prairies sont un très bon stock carbone, et puis améliorer la gestion des prairies. Ensuite, on aura un quatrième set qui, lui, est sur la gestion du bétail. Donc, il y a quelque chose, attention, alors là, j'utilise des mots, réduire le méthane entérique. En gros, le méthane produit dans les intestins des vaches, ou des ovins d'ailleurs. Mais réduire finalement à la base le méthane produit. Il y a également réduire l'émission de monoxyde d'azote qui, ça, est faite via la gestion d'effluents, en fait, d'éviter d'avoir du fumier à l'air libre et donc le monoxyde d'azote s'en va. J'essaye de faire des raccourcis pour vous rendre ça un peu plus digeste. On va également avoir amélioré l'efficience du système, donc c'est très général, mais ça va être optimiser les rations, ça va être optimiser le nombre de bêtes par surface, améliorer la fertilité, donc faciliter la reproduction, et puis mieux gérer la prairie en général. Donc ça, c'est le quatrième set, on va dire la quatrième catégorie. Et la cinquième, ça va être donc la gestion de la nutrition. Donc là, on va être sur améliorer le plan de fertilisation, optimiser la date d'application, optimiser les quantités, optimiser la manière en fait aussi d'appliquer les fertilisants. Ça peut passer par l'utilisation d'inhibiteurs de nitrification. Pour le coup, nous, on l'a pour le moment, on part pas là-dessus, sur aucune de nos exploitations. Et puis, combiner les pratiques. Donc, en général, combiner ces bonnes pratiques, notamment l'inclusion de légumineuses dans les rotations. Donc, voilà, je pense que là, vous avez un peu plus un aperçu de ce que ça veut dire. Et ces pratiques seront déclinées individuellement, exploitation par exploitation, avec le contexte pédoclimatique, avec le matériel présent sur l'exploitation, avec l'ouverture, enfin la capacité de l'exploitant à se projeter dans ces pratiques. Donc, ce sera vraiment du cas par cas. Et il me semble, pour moi, c'est tout. Et puis, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre un peu plus tard. Super, merci beaucoup Marine pour ces détails un peu techniques. Je vais laisser du coup maintenant la main à Damien Jourdan qui va un peu nous présenter le point de vue de Danone sur le projet et sur l'agriculture régénératrice. Et voilà, bonsoir à tous. Tu l'as dit, je crois rapidement au début. Donc, je travaille chez Danone, Damien Jourdan, et je m'occupe d'innovation, on appelle ça d'innovation ouverte. Je travaille particulièrement aussi sur les sujets d'agriculture, de transition agricole, et dans un positionnement de travaille justement sur des projets européens, j'en dirai quelques mots, et de cofinancement de ces projets européens collaboratifs, d'où aussi ma présence dans ce projet. J'aime bien toujours commencer en disant que chez Danone, ça fait 15 ans quand même qu'on pratique cette agroécologie, agriculture régénérative, peu importe comment on l'appelle, pour moi c'est assez interchangeable. Donc on a de l'expérience, est-ce que ça va assez vite? Certainement pas. Est-ce qu'on y met assez? On y met de plus en plus, c'est sûr. Et les enjeux de la sécurisation pour une entreprise comme Danone, de l'approvisionnement de ces matières, devient vraiment l'enjeu matériel.
de pourquoi on doit investir dans l'agriculture régénérative. Donc il y a une prise de conscience quand même de ces enjeux qui deviennent beaucoup plus que simplement dire qu'on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a vraiment un enjeu de continuité. Donc, on développe des programmes, comme je dis ici, qui sont en expansion assez forte, enfin même très forte, et qui cherchent à effectivement réduire les émissions, d'où aussi la séquestration dans le sol qui fait partie de ce projet-là, mais pas que. La qualité de vie des agriculteurs, également le bien-être animal ont été historiquement des axes très importants dans nos programmes. Et puis, évidemment, les enjeux de l'eau, de biodiversité deviennent évidemment de plus en plus importants. Et aussi, on se rend bien compte qu'avec l'agroécologie, on a des synergies entre chacun de ces éléments, de ces indicateurs qu'on peut combiner. Voilà, très bien. J'ai mis juste un projet ici qui effectivement est adjacent et plus qu'adjacent à ce programme Lilas for Soil, qui est le projet Pachamama, qui dure depuis 5 ans, mais qui lui-même est une extension d'un précédent projet qui, je pense, avait duré une dizaine d'années avant. Qui est focalisé sur la chaîne de valeur de la marque Bledina, fruits et légumes et céréales pour ses produits. Donc, juste pour donner ici quelques idées de dimensionnement, 47 fermes pilotes, 180 plus fermiers, agriculteurs, techniciens formés, et des contrats spécifiques au sein de ce type de projet. J'aime bien dire aussi, donc il y a la partie transition et soutien des coûts de transition pour les agriculteurs, mais on fait aussi un peu de R&D parce qu'il y a toujours beaucoup de questions sur les modèles économiques. On pourra revenir aussi sur notre projet ici, les modèles économiques, des aides à la décision, etc. Vas-y, je pense que tu peux y aller au prochain. On investit de plus en plus parce qu'en fait, on se rend compte quand même qu'on a déjà beaucoup prouvé de choses, en tout cas à la base, de l'agriculture régénérative, de l'agroécologie, peu importe, dans plein de pilotes au cours de la dernière décennie. Maintenant, ce qu'on essaie vraiment, c'est de lancer des projets qui aident à massifier. Donc là, c'est un projet justement aussi porté par l'EIT Food, qui est un grand programme d'agriculture régénérative qui se met en place avec ses cofinancements publics-privés, où des industriels s'associent. Alors, la première région, on fait ça de façon régionale avec l'EIT, c'est pas en France, c'est en Navarre, mais on a lancé ça l'été dernier, où l'idée, c'est d'avoir un territoire où on a jusqu'à 300 exploitations et auxquelles on s'associe pour différentes rotation avec Intermata et Cargill dans ce cas-là. C'est opéré par EIT et Biosphère est impliqué aussi, d'ailleurs, et différents partenaires pour avancer sur multi-année sur quelque chose d'assez grand. Et il y a d'autres programmes régionaux dans ce programme européen qui se lancent dans différentes régions. Alors, ce n'est pas ceux qui sont indiqués sur la carte, là, peu importe. Mais il y en aura de la Pologne à l'Irlande, encore à la France, etc. Mais c'est une façon aussi de faire passer, d'aider les agriculteurs à commencer, mais en visant le plus nombreux possible. Vas-y, avance. Donc ça, c'est pour le déploiement, la massification, mais toujours en continuant à faire de la recherche parce on sait on a prouvé qu'on peut démarrer, en tout cas sur la base, mais il y a encore plein de choses à développer et la recherche a besoin d'avancer. Donc il y a un autre projet européen, Horizon, qui s'appelle Pathways, qui vise à faire de la prospective et des modélisations de systèmes d'élevage. Là aussi, pour donner des préconisations. On travaille aussi avec Hectare qu'on a cofinancé. Donc là, il y a aussi de l'éducation vers les agriculteurs et des fermes pilotes. Client Farm est un autre. Les paragraphes sont inversés, pardon, entre Hectare et Client Farm. Je ne sais pas pourquoi. Donc la maîtrise des godets, c'est bien sûr Hectare et co-développer des solutions systémiques, notamment pour les exploitations laitières, c'est sur Client Farm, avec des enjeux de décarbonation. Pardon, pour arriver justement sur notre sujet, et là où Danone va être impliqué dans le projet Lilas for Soil, donc être présent dans le Living Lab français, je pense que vous l'avez compris. J'ajoute un bullet point qui n'est pas là, qui est Orlia, aider à la dissémination vers plus d'agriculteurs. Donc tout ce qu'on va apprendre avec la vingtaine d'agriculteurs dans le Living Lab français à terme, essayer de déployer un maximum d'agriculteurs, donc effectivement d'abord dans nos chaînes de valeur, mais pas que. Et puis en transversal, encore une fois, les modèles économiques. Donc il y a toujours beaucoup de travail à faire sur ces modèles économiques et le business case finalement de l'agroécologie.
Et puis, on a tout un sujet aussi de la valorisation vers les citoyens qui mangent, aussi non des consommateurs, pour faire passer le message sur la qualité de l'alimentation, l'impact de l'agriculture et mettre un peu de la valeur derrière tout ce travail. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Roman, je te repasse la main. Super, merci beaucoup Damien et désolé pour le petit couac sur la diapo. Donc voilà un petit peu pour le projet et puis son contexte. On va passer maintenant à la partie questions, si vous avez des questions. Et en attendant, je vous laisse flasher ce QR code et je vais mettre le lien également dans la conversation. C'est un petit questionnaire très rapide d'intention pour savoir si vous avez l'intention ou pas de devenir partie prenante du Living Lab, de proposer une ferme, enfin une exploitation agricole comme site de démonstration ou une technologie MRV plus tard dans le projet. Donc je vous laisse remplir ce petit questionnaire-là. Et en attendant, du coup, hop là, je vais sur la conversation, je vais regarder un peu les questions. Il y a eu, si je peux me permettre, je regardais pendant l'appel, il y a eu beaucoup de questions au cours au moins de trois personnes qui se sont proposées pour rejoindre en tout cas des exploitations qui seraient intéressées. Donc là, peut-être, je ne sais pas si ça avait été complètement clair pour vous, la partie open, enfin le fait qu'il y ait un appel à candidature ouvert en avril, ça peut peut-être être ça. Peut-être dire que en fait, si vous voulez participer, effectivement, il y aura une appel à candidature, vous pourrez participer individuellement. Et la modalité de sélection, est-ce que tu peux redire peut-être, Romane? Je sais pas si. Oui, bien sûr. Donc, les critères d'éligibilité donc, pour être site de démonstration. Donc déjà, il faut être situé dans la région dans laquelle le projet a lieu. Donc ici, ce sera Occitanie ou PACA. Il faut être une entreprise, donc une exploitation agricole. Il faut dédier au minimum 1 hectare au projet. Il faut avoir au minimum 10 hectares en tout sur son exploitation. Et puis, il faut être plutôt familier avec l'agriculture régénératrice et ou biologique. Des documents seront demandés au moment de l'appel à la candidature. Et il faut avoir été actif. Oui, il faut avoir été actif les 5 dernières années. Euh, Voilà, sur les critères de sélection. Les membres du jury, donc, qui sélectionneront les sites de démonstration, donc ça sera des membres de EIT Food, des membres du Living Lab et des évaluateurs externes. Voilà. Voilà, du coup, tous ceux qui étaient intéressés, mais avec plaisir de revoir, enfin, d'avoir vos candidatures pour justement la deuxième sélection, ça serait Ouais. génial. Du coup, si effectivement il y a des gens intéressés, donc là, je vous invite à flasher le QR code et à répondre au questionnaire. Je mets le lien dans la conversation tout de suite. Pour comme ça, on aura déjà un premier contact avec vous et on pourra revenir vers vous plus facilement pendant l'appel à candidature. Et Roman, on a des Euh, questions sur le pourquoi on ne peut pas le faire en Nouvelle-Aquitaine également. Si, je pense que c'est faisable pour l'instant. Nos sites de démonstration sont Occitanie, PACA. Euh, Alors, Si, je pense que Nouvelle-Aquitaine, ça sera faisable aussi. Je pense que l'étude en fait des sites de démonstration, l'étude de la sélection des sites de démonstration se fera également mm, mm. si des sites sont en Nouvelle-Aquitaine. Je pense que c'est pas exclusif. Ouais, c'est important de le dire parce que Le du coup, il y a pas mal critère, de... Ouais, pardon Damien. pardon, j'allais dire, le principal critère, Roman, je me souviens plus si tu l'avais spécifié, mais qu'on est sur le pourtour méditerranéen, donc c'est une moitié sud Mm. France et pas nord, quoi. Normandie, ça marcherait pas. Nouvelle-Aquitaine, dans la Oui. définition du projet, est pas exclu a priori. La deadline pour le questionnaire d'intention, il n'y en a pas vraiment. Je vous renverrai un mail avec toutes les personnes qui vont participer au webinaire pour re-remplir ce petit questionnaire. Il n'y a pas vraiment il y a le plus tôt et le mieux, bien évidemment. Mais mais il n'y a pas de deadline particulière. C'est juste histoire de créer un contact en Sur la fait entre plateforme, les. on a deux composants qui gèrent la période, mais un qui n'est pas utilisé. Alors, j'imagine bien que Vas-y Roman. Pardon. Donc du coup, en fait c'est essentiellement pour établir. Il n'y a pas de deadline particulière, mais c'est pour établir un contact entre ceux qui sont intéressés par le projet et nous qui sommes représentants du projet, quoi. Voilà. Euh, Préciser aussi, Roman, c'est le lancement
du Living Lab en mois de mars. Et donc, Oui, effectivement, ce qui serait bien, c'est de pouvoir identifier les parties prenantes d'ici le mois de mars, en fait. oui. Alors, n'attendez pas le mois de mars pour remplir le questionnaire. Mais effectivement, donc le 13 mars 2025, ça sera le lancement du Living Lab. Donc, on va se rencontrer tous parce que c'est quand même très important de travailler, de connaître les gens avec qui on travaille. Euh, et donc, on se rencontrera pour éventuellement visiter un site de démonstration, d'ailleurs, et puis identifier donc les rôles de chacun, que ça soit bien clair et identifier donc les objectifs du Living Lab à court, moyen et long terme. Il semblerait qu'il y ait des soucis aussi sur le lien Je viens de le du renvoyer le questionnaire. Je lien, sais pas si. du coup. Je viens de Ah le renvoyer dans mince. les commentaires. Ouais. Ah Ou alors super. vous avez Merci. effectivement le QR code que vous pouvez flasher qui doit fonctionner. Il y a d'autres Et questions, tu as vu Roman, sur les technologies MRV par exemple. Qu'est-ce que vous entendez comme techno MRV? Il y avait une autre question aussi sur les technos. Est-ce que ça concerne aussi les technologies pour améliorer le stockage du carbone? Les technologies MRV, c'est les technologies de mesure de stockage du carbone. Euh, donc, je ne sais pas exactement enfin, ce que ça veut dire de améliorer le stockage du carbone, enfin, dans le cas de cette technologie-là dont vous parlez, mais en tout cas, l'appel à projet pour l'appel à candidature, pardon, pour les technologies MRV, ça sera donc des dispositifs à tester euh, venant de start-up, de PME ou d'équipes de recherche qui auront un TRL, donc un, Un je niveau sais de plus comment- maturité. voilà, un niveau de maturité qui s'arrête à preuve de concept et validation en laboratoire pour pouvoir justement le tester et le valider dans des conditions réelles. Et donc, ça sera des technologies, des techniques, des dispositifs de mesure du stockage du carbone dans les sols euh, qui peuvent être satellitaires. Enfin, là, honnêtement, ça me dépasse, Mm. mais c'est de Pour, la mesure du stockage du carbone. Ouais, si je peux ouais, me pour rebondir permettre, sur en la fait, c'est question. loin dans le projet. Donc, en fait, l'appel sera défini, mais je crois que c'est au bout de 2 ou 3 ans, c'est l'appel à candidature pour ces technologies, non? C'est plutôt? Non, l'appel à candidature aura lieu en novembre-décembre 2025. Ah ouais? Ah, je pensais que c'était en 2026. Pardon, autant pour moi, vous pouvez m'oublier. Pas de souci. Mais effectivement, pour revenir sur la question de Fanny Bouchir, effectivement, a priori, c'est vraiment des techniques de MRV, donc de suivi de mesure du carbone, hein, Mm. monitoring, reporting et vérification, et non pas des technologies qui sont destinées à améliorer le carbone dans le sol. Je pensais Oui. peut-être que vous pensiez à du biochar ou des choses comme ça, ou des techniques qui sont là pour stimuler la biomasse microbienne dans les sols, par exemple. Mais tu rebondis, je vais rebondir sur le biochar parce qu'on a eu une question aussi, est-ce que le biochar est envisagé dans les CFP? On en saura un petit peu plus la début de l'année parce que pour le moment, c'est des catégories assez vagues. Donc, pour moi, biochar, enfin, si c'est intégré dans les pratiques, ça peut être intéressant. Ça va vraiment être du cas par cas et potentiellement, le biochar, je pense, ça peut être une question à poser à l'Europe pour savoir si globalement, on choisit ou pas enfin, on est OK pour utiliser le biochar. Mais ça va vraiment être du cas par cas et ça sera défini plus en début d'année, ça. effectivement, on aura des ateliers, enfin des phases de co-création, de définition des méthodes, des pratiques agricoles qui favorisent, donc affiner davantage les pratiques agricoles à proposer aux agris. Ça sera au début de l'année, effectivement, comme tu dis. Technologies et des solutions en consortium pourront être éligibles aux solutions MRV. Donc ça, j'imagine, Cécile de Terranis, hein, télédétection, j'imagine que pensez peut-être répondre avec deux solutions conjointes ou intégrées. Ben, on fait on l'indiquait précédemment, je pense que le cahier des charges, on le verra ultérieurement, mais je pense qu'il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous proposiez une solution intégrée avec deux ou trois entreprises, hein. Il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de. Mm. La question, c'est bien d'avoir des technologies qui fonctionnent et qui nous permettent effectivement de suivre le carbone, hein. Mm. Moi, j'ai relevé aussi, il y avait une remarque de Sophie Bellacico de Sonagri qui propose en tout cas de faire des expérimentations croisées avec du
de l'agrivoltaïsme. Donc, c'est bien noté, Sophie. J'ai noté aussi qu'il y avait une référence à la ferme expérimentale de Mirandette, que personnellement je ne connais pas, mais effectivement, je pense que si on peut faire des jointures avec les projets existants, enfin les démarches existantes et les projets, puisqu'il était question aussi du projet Interreg Sudoer REMAS, très volontiers, et je pense que c'est vraiment une bonne idée. Donc, n'hésitez pas quelque part à vous manifester dans les parties prenantes du Living Lab pour qu'on puisse faire la jointure avec toutes ces initiatives qui sont très intéressantes et complémentaires. Ensuite, pour répondre à Fabien, les exploitations 100% grande culture ne sont pas du tout exclues. Euh, En fait, plus il y a de diversité en termes de culture et de systèmes d'exploitation, et plus ça sera intéressant pour le projet. Donc, non, non, les exploitations 100% grande culture ne sont pas exclues du tout. Non, non, il y a eu un peu un hasard, mais c'est pas, pour nous, c'était aussi intéressant, pour exemple, d'avoir plusieurs arboriculteurs, parce qu'en plus, ça va quand même nous permettre de comparer les pratiques entre eux, mais en fait, ça serait hyper intéressant qu'on ait une complète diversité des exploitations, avec peut-être des pôles de 2-3 personnes en grande culture, 2-3 personnes en arbo, pour que ça résonne un peu déjà entre vous sur des types d'exploitation un peu plus restreints. Ce serait idéal, quoi. Donc, mais bienvenue, grande culture, vigne, pareil, il y a qu'une personne, enfin, euh, voilà. J'ai vu passer bovin, je crois, dans les questions. Enfin, j'allais dire plus on est de fous, plus on rit, mais je pense que ça marche. Est-ce qu'il faudra faire un screening par rapport au taux de carbone initial dans le sol? Donc oui, effectivement, il y aura le taux de carbone dans le sol initial sera mesuré dans les exploitations agricoles. Pendant l'appel à candidature, vos analyses précédentes de sol vous seront demandées, et il y aura donc des analyses de carbone qui seront faites à un état initial et puis ensuite 2 fois dans le projet. Est-ce un critère de choix des parcelles? Bah, c'est mieux si vous proposez une parcelle qui a déjà eu des analyses de sol qui ont été réalisées sur la parcelle. Ça, c'est sûr. Et je ne sais pas si c'est un critère d'éligibilité d'avoir des analyses de sol qui ont déjà été réalisées ou pas. Ça, honnêtement, je ne sais pas vous répondre. Pour info, dans les sélections, on n'a pas trop appuyé sur l'analyse existante. En fait, c'était aussi, quand on a une exploitation, de trouver la bonne parcelle qui, alors, n'a pas déjà eu 15 000 tests. Ça serait pas mal, parce que si elle est très avancée, on a un peu moins de potentiel. Mais c'est trouver surtout enfin, la parcelle qui se prêtait bien, avoir un essai carbone, où il y avait la bonne taille, etc. Donc, les analyses n'ont pas été un problème jusqu'à présent, en tout cas, une raison de dire non. Après, c'est pas nous, enfin, en tout cas, c'est pas Biosphère qui avait fait la première sélection, qui se chargera de cette deuxième sélection. Donc, c'est plus pour information. Christian, En fait, je crois, vous Ouais, levez la main. Christine. la question que je voulais poser, c'est est-ce qu'on élimine les parcelles à fort taux de matière organique chez lesquelles on pourra peut-être moins avoir de gains par rapport aux pratiques de stockage du carbone? Alors effectivement, peut-être qu'une parcelle avec un fort taux de matière organique par rapport à une parcelle qui a un faible et qui a plus de gains potentiels, les deux comparativement, on aura tendance à choisir effectivement celle qui a un plus fort euh, euh, taux de croissance en termes de carbone dans le sol. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a beaucoup de carbone dans le sol, elle sera exclue du processus de sélection. Ok, merci. Il y a d'autres questions. Tu as parlé du timing, Roman, peut-être qu'on peut repréciser. Donc, l'ouverture de l'appel à projet sur les fermes, c'est, tu as dit, vers le mois d'avril, avril-mai, enfin avril jusqu'à mai, c'est ça, c'est ouvert d'avril jusqu'à mai, Oui, pour un ça sera ouvert. démarrage de la mise en place des pratiques à partir de l'automne, c'est ça, 2025, Septembre, ouais. septembre 2025. Et donc, on a combien d'années de suivi pour le coup? Ben, ça sera 3 ou 4 en fonction de quand est-ce. Enfin, 3 pour les parcelles qui seront recrutées pour l'appel à projet. Ouais. Pendant l'appel à candidature, pardon. Mm. Voilà.
J'ai deux questions. La première, le taux de carbone stocké, est-ce que ça concernera que le sol ou également, par exemple, tout ce qui est culture pérenne, l'accumulation du carbone dans le bois notamment, je pense? Que le Marine, sol. ouais. Ouais, Que le ouais, sol. j'arrivais. Je me suis dit, ça va être pour moi. Non, là, c'est que le sol. Le set d'analyse a déjà été préparé, enfin, en tout cas, les différents paramètres. Et là, c'est vraiment dans le sol. Et ça nous permet d'avoir des analyses qui sont, entre guillemets, les mêmes sur toutes les exploitations. Parce que tout le monde n'aura pas du bois à analyser. Donc, on Ben se oui, contentera de ça. Et il y bien aura sûr. pas, on n'a pas une grande flexibilité en termes d'analyse. Donc, on ne pourra pas en rajouter sur le bois, pour info. D'accord. Et est-ce qu'il est prévu également un raisonnement fertilisation, bien sûr, Oui. c'est-à-dire de ne pas aller au-delà du raisonnable du stockage de carbone dans les sols, de telle façon qu'après, on va sur des pH trop acides et on contrarie les rendements de culture. Et donc, Alors, ça, c'est pris en compte dans le projet je suis ou moins l'objectif, c'est technique. vraiment le carbone à tout prix ou voilà. En fait, le but, c'est l'amélioration des sols. Et le carbone est une façon, enfin, l'augmentation du stockage du carbone est un vecteur d'amélioration sur la plupart des sols. Donc, c'est pour ça qu'on est dans cette dynamique-là. Après, c'est au cas par cas, sol par sol. Donc, finalement, si ce sol-là, d'ailleurs, c'est pas idéal de le sélectionner si en fait on se rend compte que c'est un sol où il y a déjà trop de carbone, ou que finalement c'est un équilibre à trouver, mais en dehors du stockage carbone. Mais non, le but, c'est pas à tout prix le carbone isolé, en fait. C'est le carbone au sein du sol, quel est son rôle, quel est le niveau optimal par rapport au pH, par rapport. Voilà. Après, moi, je suis assez généraliste là-dessus, mais justement, c'est pour ça qu'on a des analyses de sol poussées et des équipes, Necker, un laboratoire qui va bosser dessus et qui est très pointu, des équipes techniques pour qu'on aille vers le mieux, pas vers un objectif qui n'a pas de sens. Et quand vous dites le mieux, c'est lié forcément à un agrosystème. C'est-à-dire que évidemment, on pourrait imaginer qu'on fait de la tourbe au bout d'un moment et on cultive de la bruyère, je veux dire à l'extrême. Mais c'est viable aussi. Mais le but, c'est peut-être aussi d'adapter à des agrosystèmes culturaux qui sont avec des limitations de carbone par nature. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Voilà. bah, je vois Et à ça, peu c'est près. prévu dans le projet, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, une amélioration justement pour des céréales à paille. Là, je voyais qu'il y avait beaucoup de questions sur le type de culture, mais évidemment, c'est pas la même chose d'enrichir en carbone un sol pour des céréales à paille ou pour un maïs ou pour une plante à culture acide. Voilà. Oui, Voilà, oui, ça va le pas être. En système de fait, culture me semble très important dans un projet oui. comme celui-là, de manière à pas non plus dénaturer totalement les productions des fermes qui vont s'engager en fait. C'est pour ça que j'appuyais sur le fait que c'est individuel, c'est-à-dire qu'on ne fait pas D'accord. le set de pratiques carbone qui va être mis en place par tout le monde, qui fasse des céréales, qu'il ait des arbres, de la vigne. Non, c'est Voilà. pas du tout le OK. but. Ou une OK. prairie. Le but, c'est vraiment, et c'est pour ça qu'on fait des entretiens individuels, donc à la fois enfin, pour toutes les exploitations qui seront intégrées, en fait, c'est vraiment d'avoir des diagnostics individuels, des rencontres avec des responsables techniques, enfin des conseillers techniques de notre côté qui sont spécialisés en arboriculture, en grande culture, par exemple en viticulture, pour vraiment en fait travailler individuellement sur quel est l'état de votre ferme là, quel est l'état de cette parcelle, parce qu'on va quand même se concentrer dessus, et quelles Mhm. sont les bonnes pratiques à mettre en place pour améliorer l'état du sol de cette parcelle. Avec effectivement ce focus de dire notre analyse, nous, c'est aussi le carbone. Donc on va quand même se concentrer sur cette question du carbone dans le sol. Voilà, j'espère OK. répondre. Mais c'est pas généraliste et c'est pas découvert pour tout le monde avec le même mélange parce qu'on sait que c'est bien pour le carbone sur la moitié des sols de France, hein. C'est pas le but. Et la texture du sol sera également analysée. En fait, dans les analyses de sol, je l'ai pas mis, peut-être, effectivement, pardon, je pensais pas qu'il y aurait des questions là-dessus. Mais il y a des analyses de granulométrie, la texture du sol. Il y a le pH, il y a même, alors 16S Amplicon, c'est sur la microbiologie du sol, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il y a enfin, énormément de paramètres, une dizaine de paramètres différents qui sont analysés, dont la texture, pour répondre à Christine. J'essaie de vous retrouver la liste. Oui, je pense que la question de Christine, c'était aussi de savoir finalement, dans le choix des parcelles, est-ce qu'on n'a pas intérêt à couvrir des textures assez variables entre plus ou moins Mm. sableuses, plus ou moins argileuses, et forcément, ça va avoir une incidence sur le stockage du carbone, évidemment, mais donc ça peut être intéressant, effectivement, à prendre en compte. Ouais. Pour le moment, on a plusieurs sols différents. Ça, je peux vous retrouver. Mais pareil, effectivement, je pensais qu'on serait moins dans le technique, donc je ne suis pas allée dans ce genre de détails, mais je vais pouvoir vous les trouver rapidement. Hop, ça arrive.
rapidement que possible. Donc, les paramètres d'analyse, déjà une première question là-dessus. En paramètres, on a donc la granulométrie, la fraction de carbone organique, les carbonates, le pH, le potentiel de minéralisation azotée, si je traduis bien. Alors, bulk density, je ne sais plus comment ça se traduit, la capacité d'absorption de l'eau, capacité de rétention de l'eau, le point de flétrissement, les séquences CSS amplicon, la texture du sol et l'azote total. Donc ça, première question. Et au niveau des sols, ça ne marche pas, ça ne s'ouvre pas. Donc ça va arriver. Hop. Pour le moment, on a des calcosols, des sols très argileux, des fluviosols, des limons sableux. Donc pour le moment, on n'est pas dans la même typicité. Limon argileux, mais plus on a de diversité, mieux c'est. Voilà. Merci pour la traduction, Thomas Guiraud. Et merci Marine pour ces précisions du coup. Et ben, attendez, j'en ai encore une du coup. Ouais, Et la à quelle profondeur sont faites les analyses? Oui, il y a 2 profondeurs. Donc, alors, sur chaque parcelle, il y aura 3 échantillons entre 0,10 cm et 10 et 30 cm. Voilà. Et le traitement des données est fait par Necker pour information. Donc, on va se charger, nous, des prélèvements. Enfin, l'envoi laboratoire, à la limite. Mais le traitement des données est centralisé par Necker et l'Université catholique, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est eux qui sont vraiment en charge du traitement des données, si je ne me méprends pas sur les noms. Ok, merci beaucoup. Ah, est-ce que tu peux répéter les profondeurs, Marine, s'il te plaît? Les profondeurs d'analyse. T'as pas ton micro. Oui, mais voilà, c'est noté. Pardon, c'était ce que je disais. Super. Merci beaucoup. Merci pour tous ces échanges. Très, très intéressant. Donc, n'hésitez pas à prendre nos différents contacts, que ce soit moi, Damien ou Marine. N'hésitez pas non plus à remplir le questionnaire encore une fois. Et puis, je vais vous souhaiter du coup une bonne fin de soirée. Et j'espère qu'on aura l'occasion du coup de collaborer ensemble dans le cadre du Living Lab et du projet. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir.